C'est bien avec le mug. Bonjour. Je pense qu'on est en live. Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez? Ça y est, j'avais un petit souci de micro, désolé. Oui, donc bienvenue à tous. Bienvenue donc sur ce webinaire qui est plutôt orienté donc sur la question de la négociation collective. On y reviendra bien sûr. Négociation collective, webinaire qui fait suite à un temps qui a eu lieu il y a 15 jours, mais sans nécessité d'avoir suivi le premier temps. On sait très bien qu'en plus on est dans une période de vacances, donc bienvenue à tous ceux qui sont en vacances, bienvenue aussi à tous ceux qui ne sont pas en vacances. Je vous rappelle très rapidement le principe de ces temps, c'est qu'effectivement à chaque fois, donc là sur la question de la négociation collective, et chacun des intervenants va rapidement se présenter. On essaye de croiser à la fois un regard d'expert un peu décalé par rapport aux questions de l'éducation et un regard d'expert de terrain, chef d'établissement, qui lui est dans ces questions directement d'éducation. N'hésitez pas à interagir via le chat. On a Guénolé qu'on remercie, qui est donc permanent de SYNLAB et qui a préparé ce temps. Et donc comme ça nous permet d'orienter les éléments. N'hésitez pas non plus à nous dire si vous avez le sentiment que les choses ne sont pas suffisamment précises ou claires, ou que même on peut pas vous donner la parole parce que l'outil ne le permet pas, mais on peut essayer de porter la controverse si vous pensez que c'est nécessaire. Et ce temps, je vous rappelle, est proposé par l'association SYNLAB, association de passionnés des questions éducatives, qui pensent qu'on est dans une transition sociétale, que cette transition sociétale se traduit par une transition effectivement éducative, et qui est persuadée que c'est par l'intelligence collective, pour aller très vite, que nous arriverons à améliorer encore le système sans se dire que le fonctionnement actuel serait dramatique. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, on se laisse 1 heure, donc on arrêtera à 19h03. Et je vais proposer dans un premier temps peut-être à Benjamin et ensuite à Lionel de se présenter rapidement, de dire un peu d'où il parle. Et ensuite, Lionel, je vous demanderai peut-être de nous préciser un petit peu ce qu'est pour vous la négociation collective et un peu le champ de ce quoi on parle. Voilà. Donc Benjamin, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter ? Bonsoir à tous, Benjamin Paul, je suis proviseur dans un lycée du Gers, ça doit s'entendre, un lycée polyvalent, très très polyvalent. Je suis également président d'un campus des métiers et des qualifications qui favorise le numérique dans les métiers du bâtiment. Voilà. Merci beaucoup Benjamin, et tu me fais penser que je ne me suis pas présenté, donc Pascal Gilles, pardon, qui a été chef d'établissement, et je le suis encore statutairement, conseiller auprès de Madame la rectrice de l'Académie de Versailles et directeur adjoint du campus des métiers du patrimoine de Versailles. Voilà. Cette fois, Lionel, donc on vous laisse à la fois vous présenter et nous préciser un petit peu pour vous quelles seraient les définitions au pluriel et les limites de la négociation collective. Merci. Alors, Lionel Bélanger, moi j'ai une carrière de formateur. J'ai commencé dans l'éducation nationale, j'enseignais la philosophie, et je suis venu dans la formation pour adultes. Et très très vite, je me suis intéressé à la négociation, parce que c'est une pratique extrêmement sensible dans l'univers de l'entreprise, dans des champs très différents d'ailleurs. Le champ commercial, bien sûr, transaction commerciale, et puis le champ social, le rapport avec les partenaires sociaux. Et on sait que la négociation sociale occupe une place évidemment très importante, avec des intervenants et des interlocuteurs qui, en général, sont autodidactes et ne sont pas préparés à la négociation. D'où l'idée, dans la formation permanente, d'offrir des séminaires, parfois sur mesure, parfois de sensibilisation générale, aux bonnes pratiques de négociation. Et depuis une vingtaine d'années, j'ai introduit à HEC, en 2e année, des cours de sensibilisation des élèves à la négociation. Et je dirige depuis pas mal de temps à HEC aussi tous les programmes courts de négociation
qui accueille en fait les cadres et les dirigeants d'entreprise qui viennent se former à la négociation. Merci beaucoup. Pour lancer le débat, moi je relève deux questions sur la définition de la négociation collective. Deux questions que je relève, c'est une équipe centrée sur ses intérêts particuliers, et puis un témoignage d'Hervé qui dit créer du commun, éviter l'injonctif en évitant la cogestion. Alors Oui, comment on fait une négociation collective? C'est intéressant. Alors, le terme de négociation collective dans les travaux, puisque j'ai beaucoup travaillé, pas mal publié dans cet univers de la négociation, sur les bonnes pratiques de négociation, le terme de négociation collective, on ne le retient pas forcément comme un critère distinctif dans les pratiques de négociation. On parle par exemple de négociation distributive dans un univers assez conflictuel, et on parle de négociation coopérative quand on est dans une démarche plus de co-construction, de partage, avec des attitudes de coopération et des acteurs qui cherchent ensemble à produire de la valeur. Bon, le terme de collectif dans la négociation, pour moi, il est, je dirais, quasi permanent, puisque sauf le tête-à-tête, mais le tête-à-tête implique souvent d'autres parties prenantes qui ne sont pas forcément présentes autour de la table, renvoie quand même essentiellement à un nombre d'acteurs, et avec des acteurs qui ont des mandats, c'est-à-dire qui représentent quelque chose. Donc l'univers de la négociation collective, on pourrait dire que c'est à partir de 3 ou 4 parties prenantes, chacune de ces parties prenantes représentant, à partir d'un mandat, un certain nombre de personnes rassemblées derrière elles, avec des intérêts, avec des objectifs, avec des partages effectivement en commun. Donc c'est ça la négociation collective en fait. Mais très souvent la négociation est quand même collective. Même quand on fait un tête-à-tête avec quelqu'un, l'interlocuteur qui est en face de soi est dans une dépendance avec d'autres. Il doit rendre des comptes avec d'autres parfois. Et donc la négociation, elle a toujours quelque chose de collectif en fait. Très très souvent quelque chose de collectif. Voilà. Sauf que dans l'univers par exemple de l'éducation, dans le domaine de la négociation sociale, de façon très formelle, très ritualisée, effectivement, on parle de négociation collective quand il y a 4 représentants syndicaux autour de la table, quand il y a un dirigeant avec 3 responsables de projet qui eux-mêmes animent des équipes, quand ils sont en train de chercher des solutions pour résoudre un problème, évidemment, on est bien dans une démarche collective. On peut dire que le nombre de participants autour d'une table, d'ailleurs, en général, renforce la difficulté de la négociation. En tout cas, c'est vécu comme ça. C'est souvent vécu comme ça. Il y a une question théorique qu'on n'a pas réglée, d'ailleurs, en matière de négociation, c'est jusqu'à combien de personnes autour d'une table peut-on négocier? Bon, la question se pose au niveau européen, par exemple. Il y a des gens, il y a des détracteurs de l'Europe à 27 parce qu'ils disent c'est pas possible. 27 personnes, c'est pas possible à négocier, tout simplement. Donc, la question théorique reste ouverte. En général, on dit que 5, 6, 7 acteurs autour d'une table, représentant des intérêts différents, bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, ce qui arrive au niveau international, au niveau de l'ONU, au niveau de l'Europe, en fait, il y a des négociations qui ont lieu dans des commissions et il y a une assemblée générale finale qui entérine en fait un certain nombre de choses qui, de façon parfois bilatérale ou plus, sont traités, etc. Mais il y a un réel problème de nombre. C'est tout basique à dire, mais il y a un réel problème de nombre. À combien on est autour de la table, quoi. Je crois qu'on a tous vécu en tant que chef d'établissement des moments, surtout au début de nos carrières, où on s'attend à voir 3 personnes et on en a 25, parfois dans notre bureau, avec un certain effarement, et ne serait-ce que prévoir le lieu de la table des négociations, si on peut le dire comme ça, est une vraie question sur, peut-être on y reviendra un peu après, sur la question un peu des méthodes et techniques, mais moi j'ai toujours un peu eu la difficulté de différencier, si c'est nécessaire, la négociation du conflit, et parfois le sentiment que quelles seraient les limites de la négociation, et est-ce qu'il y a des moments, je pense aussi quand parfois on touche aux valeurs, à des éléments très juridiques aussi, on a l'impression qu'effectivement là on n'est ni le conflit ni dans la négociation, mais que les faits c'est les faits. Est-ce qu'on pourrait essayer de borner la négociation un peu comme cela? Alors, bon, déjà ce qu'il faut dire, je pense, et quand je démarre un séminaire, y compris avec des cadres ou des dirigeants d'entreprise d'ailleurs,
pour lesquels on pourrait a priori penser que ce ne sont pas des profanes en matière de négociation, ils ont l'expérience de la négociation. Ce qu'on rappelle quand même, et nous, spécialistes, a priori, on se met à l'intérieur de ce groupe-là, nous sommes tous autodidactes en matière de négociation. La négociation n'est pas une matière académique. J'en suis le premier à le vivre à HEC, c'est pas une matière académique. Bon, à l'université, dans certains masters, par exemple, on a logé un certain nombre de modules travaillant sur la négociation. Mais c'est loin d'être à généraliser. Et on est obligé de dire, par exemple, que les écoles d'ingénieurs, ça a un côté très démocratique. D'ailleurs, tout le monde est au même blanc. Il y a quasiment rien. Quasiment rien. Bon, peut-être parfois par le fait de la personnalité, de la sensibilité de certains dirigeants de ces écoles d'ingénieurs, ils font appel à des gens de l'extérieur pour des modules de sensibilisation. Mais c'est vraiment un minimum, en fait. Alors que, je le dis tout le temps, un jeune ingénieur diplômé aujourd'hui qui sort d'une grande école, avec le management par projet qui s'est largement développé dans les entreprises, le premier job qu'il a en général, il hérite d'un projet, et un jeune qui est responsable d'un projet dans l'entreprise, il passe son temps à négocier, en fait. Négocier des ressources, négocier des délais, négocier par rapport à des dysfonctionnements, etc. Il passe son temps à négocier. Donc c'est terrible, parce que la sanction peut être terrible et brutale. On en récupère, nous qui sommes des grands malheureux, des grands brûlés de la négociation, au bout d'1 an ou 2 ans, ils souffrent terriblement parce que leur compétence d'ingénieur est absolument pas en question, leur compétence même de conduite de projet n'est pas en cause, mais en revanche, ils échouent, ils rencontrent des obstacles dans la difficulté à négocier. Et en plus, comme ils sont très jeunes, ils ont affaire souvent à des négociateurs aguerris qui, tout en étant autodidactes, ont quand même eu l'expérience et le temps d'apprendre, et donc deviennent parfois redoutables. Ça donne un petit peu 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire quelqu'un qui est profane, qui est juste, qui est pas très à l'aise, et qui se retrouve avec un négociateur très aguerri en face de lui. Alors, pour situer un petit peu les choses, moi j'aime bien dire en matière de négociation qu'il ne faut pas non plus céder à l'idée trop séduisante parfois de méthodologie et de technique de négociation. Il y a 2 choses dans la formation à la négociation. C'est d'abord un état d'esprit. Vous parliez de conflit tout à l'heure, de valeurs. Je crois que c'est d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit, puisque c'est fondé sur une attitude de coopération, c'est fondé sur des valeurs, sur le respect, par exemple, de l'autre, et c'est fondé sur l'empathie et l'écoute. Donc ça, ce sont des valeurs. C'est une question d'état d'esprit. Quand l'état d'esprit n'est pas là, on a beau former et avoir des techniques ou des outils, ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment une culture de la négociation à développer très très tôt parce que les caractères, les tempéraments, la culture personnelle, la manière dont les gens sont sortis un petit peu de la vie leur donne une vision sur le rapport aux autres. C'est le vivre ensemble qui est en question. Donc, c'est vraiment une affaire d'état d'esprit. Moi, toujours dans les séminaires, je consacre beaucoup de temps à ça et on s'aperçoit de façon assez sensible que certaines personnes ont une bonne sensibilité, ont une bonne ouverture à cet esprit de négociation, à ce sentiment que c'est en travaillant avec l'autre qu'on va arriver à trouver quelque chose en face, versus effectivement des gens qui sont dans un rapport très conflictuel, d'opposition, et avec lequel la négociation est très difficile. Ces gens-là, d'ailleurs, je le dis souvent, la première des difficultés avec eux, c'est de les amener à la table de négociation. C'est déjà de les amener à la table de négociation, parce qu'ils y croient. Parce qu'ils y croient pas, tout simplement. J'avais un peu, si vous le permettez, Lionel, envie de demander à Benjamin de réagir un peu sur cette question-là et sur ce sentiment parfois que on entame des négociations, mais qui ne sont pas réellement des négociations et qu'on teste aussi le nouveau cadre. Je pense au nouvel adjoint qui vient de sortir de concours, par exemple, et qu'on va tester sur les emplois du temps ou autre. Quel est ton avis, Benjamin, un peu sur cette question-là et est-ce qu'on veut s'asseoir à la table de négociation et comment favoriser le fait qu'au bout du compte, on s'assoit bien à la table de négociation? Si je reprends ce que j'ai entendu et ce qu'on a préparé avec Lionel, c'est vrai que l'état d'esprit, ça compte énormément, mais après, on part sur une diversité dans nos métiers. Quand on est dans un collège et qu'on a 10 personnes dans un conseil pédagogique ou dans un établissement comme le mien où il y a 60 personnes ou 65 personnes dans un conseil pédagogique, on mène pas les négociations de la même manière, déjà pour répondre. Après, pour faire écho à des questions qui sont dans le chat, par exemple, c'est sûr qu'on répond pas toujours à des besoins.
l'école avec ses valeurs. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir l'état d'esprit et d'y aller. On ne répond pas forcément à des besoins quand on conduit le changement. Des besoins, il faut les faire apparaître plus tard. Donc, disons on répond plutôt à des enjeux, les enjeux de l'école. Donc, comment dire, plus j'écoute Lionel et plus je me dis, selon le contexte dans lequel on est, on part avec plus ou moins d'avantages. Donc, pour répondre à ta question, Lionel, c'est ça. C'est-à-dire, il faut faire avec les outils qui sont les nôtres, essayer de voir avec qui on travaille, et puis essayer de voir qui on a en face quelque part pour s'asseoir sur la table des négociations, et puis qu'est-ce qu'on va négocier. Après, j'imagine qu'on parlera des techniques, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est qu'on ne choisit pas déjà l'outil de concertation et de dialogue majeur. Pour nous, aujourd'hui, c'est le conseil pédagogique. Parce qu'au sens du droit, c'est ce qu'il est. C'est un outil de concertation et de dialogue. Donc, mais est-ce que c'est vraiment l'endroit, quand il y a 60 personnes, par exemple, c'est la réflexion que je me fais, en écoutant Lionel, pour gérer la négociation précisément? Je pense qu'il vaut mieux avoir une émanation, par exemple, du conseil pédagogique avec les gens directement concernés, quitte à le faire de façon disciplinaire, où moi je suis sur une structure polyvalente, à prendre la voie générale d'un côté, la voie technologique de l'autre, et puis de multiplier les tables pour multiplier les chances d'arriver à des petites négociations, déjà. Dans ce que tu dis, Benjamin, si j'entends bien, j'ai l'impression qu'on évoque deux choses. La première, c'est peut-être une certaine fractalité de la réflexion et donc d'avoir préparé, d'avoir des propositions, de voir comment, et tu le disais, soit en prenant des conseils pédagogiques par niveau, soit des conseils pédagogiques par type de formation professionnelle, technologique, initiale, post-bac, prépa, etc. Ouais. Moi, je l'ai vécu dans un établissement où il y avait tout ça. Soit de la même façon, en réfléchissant effectivement à avoir des missionnés, on y reviendra peut-être après, mais savoir aussi qui négocie dans l'établissement. Et un établissement, c'est aussi une équipe de direction. Et il y a une instance, par exemple, qu'on n'utilise pas toujours dans les gros établissements et qui pourtant peut être très riche, c'est la commission permanente, qui est une sorte de mini conseil d'administration. Excusez-moi, je suis caricatural, je vais un peu vite, mais et qui fait que on peut très bien avoir un vrai lieu d'échange, alors qu'on a parfois des structures dont on le sait, il me semble, comme le conseil d'administration, dont la dimension représentation fait que on n'est pas vraiment, on est plutôt dans une chambre de validation et avec toute la symbolique démocratique que ça représente, que dans un lieu de négociation, si j'entends bien. La deuxième remarque qu'on posait peut-être, et là moi j'aimerais bien entendre l'avis de Lionel, qui est un petit peu, et je crois que tu commençais à le dérouler, comment on se prépare, et j'avais un peu l'impression que Benjamin avait déjà un peu des rubriques en se disant, et presque des réflexes en se disant, je rentre en négociation, quelle valeur, qu'est-ce qu'ils attendent, enfin, est-ce que ça vous semble une bonne... Alors, c'est vrai que la partie préparation de la négociation apparaît, tous les spécialistes de la négociation qui travaillent dessus, comme un élément fondamental. On appelle ça la partie invisible, parce que le négociateur arrive à la table de la négociation, mais comment il a préparé avant? Et on pourrait faire une analogie un petit peu dans l'univers sportif, dans les sports collectifs. Il y a un match qui dure, si c'est du rugby, du football, 80 minutes ou 90 minutes. Et en fait, il y a tout le travail de la semaine, il y a tout le travail d'entraînement et des semaines qui présentent. Et la négociation, quelque part, c'est un petit peu ça. Parce que la prestation, il y a une prestation dans la négociation. Il y a un échange qui peut être difficile parfois, et puis il y a une issue, il y a un aboutissement. Mais en amont, il y a la préparation. Et cette préparation, c'est la partie invisible. Donc là, il y a de la rigueur. Et vraiment, c'est assez rageant. Nous, on l'entend dans les stages sans arrêt, des gens qui nous disent, bon, ça n'a pas bien marché, mais finalement, on a mal préparé, on s'est pas bien préparé, il y a eu des fautes dans la préparation. Alors, si on fait un peu de méthodologie, pour faire simple, dans la préparation, moi, je mets toujours l'accent sur un certain nombre de critères. Bon, le premier, d'abord, c'est la fixation, effectivement, des objectifs, la clarification des enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, hein, l'objet de la négociation. Dans certaines négociations, il y a une négociation dans la négociation parce qu'on n'est pas d'accord sur l'objet de la négociation. L'objet, c'est de quoi s'agit-il, hein? Alors, on utilise des mots un peu parfois le périmètre de la négociation, mais de quoi s'agit-il? En diplomatie internationale, par exemple, si on veut casser le truc et perturber tout, on crée un pataquès déjà sur l'objet de la négociation. Bon, en général, c'est une stratégie classique pour gagner du temps, pour différer. C'est un incident de démarrage. Donc, quel est l'objet? Quels sont les objectifs? Quel est le contexte? La notion de contexte est capitale. Bon, on le sait depuis l'art de la guerre de Sun Tzu, tout passe d'abord par le contexte, la définition du contexte.
Une négociation, ça s'inscrit dans le temps, dans l'histoire, dans la culture, dans un moment, et c'est fondamental, le contexte. La connaissance des interlocuteurs. On peut aller jusqu'à faire du renseignement. Parfois, les dirigeants nous le disent. Parfois, j'ai en ce moment 2 délégués syndicaux. Il y en a un que je connais très bien. Ça fait longtemps que je négocie, discute avec lui. Bon, l'autre, il vient d'arriver. Il y a un problème d'adaptation. On se connaît moins bien. On va apprendre à se connaître progressivement avec le temps. Hein. Donc, la connaissance des interlocuteurs, c'est un élément tout à fait sensible. La marge de manœuvre, c'est l'essence même de la négociation, la marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'on va mettre sur la table comme proposition et sur cette proposition, jusqu'où on peut aller. C'est-à-dire, on parle d'hypothèse haute et d'hypothèse basse. C'est invraisemblable pour moi qu'un négociateur entre en négociation sans qu'il soit capable, si on l'interrogeait avant simplement, de l'entendre nous dire quelle est l'hypothèse que tu vas mettre sur la table, sur quoi tu vas travailler, et sur ces hypothèses-là, comment tu peux bouger, jusqu'où tu peux aller. C'est la fameuse fixation de la marge de manœuvre. Un bon négociateur, c'est un bon gestionnaire de marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'on met sur la table? Et là, on est déjà avec la marge de manœuvre au cœur même de l'essence de la négociation. S'il n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas de négociation, tout simplement. Il n'y a pas de négociation. Qu'est-ce qui fait dire, par exemple, dans un couloir, quand on croise quelqu'un qui sort d'une salle, qu'est-ce qui fait dire à des gens, en fait, on a discuté, on n'a pas négocié? Qu'est-ce qui leur fait dire ça? Ça veut dire que la proposition qu'ils ont entendue quand ils sont arrivés est toujours la même que celle qu'ils sont entendues quand ils sont sortis, tout simplement. Alors, tout simplement. Si je peux me permettre, d'une part, Thierry nous a posé une question, mais je pense qu'on va y revenir juste après. Mais là, j'avais envie de t'interroger, Benjamin, sur cette répartition horaire. Où c'est un domaine dans nos établissements où effectivement on ressent cette question de négociation, c'est-à-dire un peu ce sentiment qu'on a un package, un nombre d'heures à répartir pour faire fonctionner une semaine classique de notre établissement. Et on a parfois le sentiment, et les professeurs nous disent, mais on n'a rien contre votre travail, mais on bloque la situation parce qu'elle n'est pas suffisante. Donc le sentiment que là, il n'y a pas de marge de manœuvre. Est-ce que pour toi, Benjamin, sur une répartition horaire, et donc sur la répartition de la dotation globale, tu as le sentiment d'avoir une marge de manœuvre où les choses sont jouées et tu te dis, bon, laissons la crise se faire, ça me dépasse et c'est pas mon établissement, ça sera vis-à-vis des directions académiques et je laisse courir. Je suis caricatural. Non, t'es pas caricatural. La marge de manœuvre, elle existe toujours pour te répondre. Après, je crois que pour faire écho à ce que je comprends de ce que dit Lionel, nous, on vit sur des paradoxes, c'est-à-dire parfois on mène des négociations avec une enveloppe. La discussion est ouverte, mais l'enveloppe est fermée quelque part. Après, je pense que ce qui est essentiel, c'est de savoir sur quoi on négocie. C'est-à-dire une fois, comme dans un budget d'établissement, une répartition horaire, c'est le reflet de choix pédagogiques forts. Une fois qu'on a financé ce qui est obligatoire, que certains ne veulent pas toujours faire, c'est-à-dire mettre en place l'accompagnement personnalisé, et si on est un vrai pilote, on y va, par exemple, je prends cet exemple-là. Mais par contre, sur quoi on négociera? C'est-à-dire, dans quelle mesure on le met en œuvre, quelle est la modalité réelle pédagogique qu'on s'offre, où c'est qu'on met notre marge de manœuvre quelque part. Est-ce qu'on met le paquet? Est-ce que ça a un lien avec un objet un peu programmatique, un peu important, dans ces temps où on évalue régulièrement tous les 5 ans maintenant par une auto-évaluation, etc. Le projet d'établissement, est-ce qu'il y a des priorités dedans? Est-ce que le contexte dans lequel on est fait qu'on peut arbitrer des choix en étant équitable, mais je pense compris de tous? C'est, à mon avis, la partie la plus délicate. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on négocie avec des représentants ou avec des gens qui finissent par entendre nos choix que ces choix soient dans l'idéal, on va dire, le plus concerté possible, parce que c'est à ça que ça sert. Au bout du bout, ce qu'il faut avoir, même si on n'a pas une baguette magique pour transformer le montant de l'enveloppe, c'est avoir été clair sur quelle partie a été négociée, qu'est-ce qui n'est pas réellement négociable, parce que quelque part c'est obligatoire et ça fait partie d'un enjeu, et pourquoi dans le cadre de la négociation on est arrivé à telle priorité définie. Je pense que c'est aussi l'art quelque part d'animer, de faire savoir, et puis de savoir qui mène quelque part cette négociation, parce que parfois on s'est interrogé sur quelle instance est la plus, on voit bien par la question de Thierry que le CA, bon, c'est pas vraiment un lieu d'échange. Effectivement, la commission permanente ou des conseils d'enseignement ou des petits groupes de travail, ce sont des questions. Après, je te réponds sur la DG, mais sur d'autres questions, je pense qu'on peut faire des groupes de travail dédiés, idoines.
Moi, j'avais un exemple en tête. Alors peut-être si tu J'en proposes, parlerai après. Benjamin, je reste très bien parce qu'il me semble que dans ce que tu dis, on a en plus la question de Thierry et j'aimerais bien entendre l'avis de Lionel sur cette question-là. C'est-à-dire que ce sentiment que dans nos établissements, à la fois, comme tu le disais, il y a une partie qui doit être transparente et on sait très bien que sur cette répartition horaire qui est techniquement compliquée, c'est une vraie difficulté quand on a 150 professeurs pour faire en sorte que Monsieur X voit bien pourquoi lui il en est là et on lui a dit non sur tel projet et pourquoi. Enfin, c'est une vraie question de transparence. Et donc ça passe par des instances, par des publications, par des votes, par etc. Ça me paraît absolument nécessaire. Et dans le même temps, le sentiment, et on sait très bien que dans les négociations, voire même parfois on crée un peu au complot, mais il y a des choses qui se jouent plus de manière informelle et j'entends presque il faut utiliser la pédagogie de détour, nous disait Thierry, les rencontres informelles pour amener les éléments de négociation. Lionel, qu'est-ce que... Oui, ça c'est du lobbying, hein, cousin de la négociation. Hein. C'est ce que font les grands DG dans les multinationales avec les 7 directeurs qui sont dans le comité de direction. C'est-à-dire quand on arrive à la négociation, en fait, on a déjà largement préparé le terrain. On sait les 3 sur lesquels on peut s'appuyer, on sait les 2 qui seront les points durs, et on sait celui qui pourra jouer un rôle de modérateur ou de conciliation. Évidemment, c'est ça aussi, ça fait partie de la préparation. Il y a une dimension très stratégique que certaines personnes ont du mal à intégrer. C'est le jeu, hein. Il y a un jeu stratégique dans la négociation, c'est clair. Mais pour revenir quand même, là on était au cœur avec un sujet comme ce que vous évoquez sur les horaires, là, sur cette histoire de marge de manœuvre. Il n'y a pas de négociation sans marge de manœuvre. Il y a une expression que j'aime bien reprendre parce qu'elle est connue du grand public. Dans une négociation, il faut que les lignes bougent. Il faut que les lignes bougent dans une négociation. C'est fondamental, ça. Alors, quand on met une proposition sur la table, par exemple, on l'a vérifié de façon très, très simple. Comment on peut arriver à faire en sorte que les lignes bougent? En faisant en sorte que la proposition qu'on met sur la table, par exemple, elle est un peu plus chargée avec des choses dont on sait qu'on pourra les retirer et que vraisemblablement les gens contesteront que ce soit dedans. Et inversement, on peut mettre sur la table aussi des propositions dans lesquelles il manque des choses, que les gens se feront effectivement non seulement un plaisir, mais une volonté d'ajouter, c'est-à-dire retrancher, ajuster, ce qui confirme bien que l'état d'esprit, la pratique de la négociation, c'est vraiment la recherche d'un ajustement. Et donc, c'est ça une co-construction. Moi, je me permets d'ajouter, pardon, mais quand tu vas sur la DG, qui était ton exemple, la dotation globale, si tu fais une préparation où tu as plusieurs choix et que tu fais plusieurs scénarios possibles que tu proposes aux équipes, tu vas générer, des réactions, 2, tu vas bien montrer qu'avec une enveloppe qui est contrainte, le choix, il peut se faire dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Comment dire, la dotation qui va être construite et qui va sortir du chapeau, c'est celle qui va être, comment dire, dans laquelle vont s'engager les enseignants dans le meilleur des cas, où ils vont te dire techniquement je sais pas faire, mais est-ce qu'on peut pas faire un mélange de votre version 2 et de votre version 6 pour tendre vers ça? Et j'ajoute un point qui me semble important, toujours penser au temps sur cette question-là de la DG. C'est pas parce qu'on vote des moyens, parce que en février, on n'est d'ailleurs même pas obligé de les voter, que la construction de la rentrée, elle se fait pas sur la base d'un effectif réel qui n'est pas théorique et que ça s'ajuste pas en juin. Donc c'est quand même une longue période de concertation qui démarre fin janvier pour se terminer fin juin. C'est ça aussi. Et presque le sentiment qu'elle se termine même plus tard et que quand on vote le rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, l'air de rien, on rencontre, comme tu le disais, de ces marges de manœuvre et de la façon dont on les a utilisées. Et peut-être que ça rassure les futures négociations de se dire que ce qu'on fait n'est pas obligatoirement fixé dans du marbre, mais que il y a une dimension d'agilité quelque part, si j'entends bien ce qu'on se dit. Et je reviens un peu le sentiment qu'effectivement dans une négociation, faut pas hésiter à s'arrêter, si j'entends bien ce que vous dites, au niveau peut-être de l'équipe, ce qui permet de prendre un peu de recul et que je trouve toujours aussi intéressant dans une négociation, surtout si on est face à plusieurs personnes, que dans l'équipe de direction, chacun prenne un
peu des capacités de garder un peu ce recul qui fait qu'après, à la sortie, surtout s'il y a plusieurs étapes, il y a un peu un débriefing et qu'on remarque un peu la position de chacun, sachant qu'on sait très bien que, par exemple, il y a des représentants syndicaux qui vont être institutionnellement quasi dans le vote contre de la répartition systématiquement, parce que c'est leur ligne syndicale, mais qui, en revanche, ont bien compris aussi qu'à l'intérieur de l'établissement, il fallait bien à un moment donné mettre en place des choses et qu'ils aiment jouer là-dessus. Ça, j'entends bien. Comment négocier un peu, si je peux me permettre, et c'est peut-être de ça dont tu voulais parler, Benjamin, quand on est en situation de faiblesse? Je vais prendre des exemples peut-être. Voilà, on est sur des situations fragiles en termes de matériel, par exemple. Imaginons qu'on a une rentrée à mettre en place où l'établissement est nouveau, la restauration est pas livrée, ou on a des outils numériques qui fonctionnent en partie. Enfin, on a tous, je pense, des exemples. Benjamin, est-ce que tu aurais 2-3 exemples de négociations où tu te serais senti un peu en situation de fragilité? L'exemple numérique, ça peut être un bon exemple. Nous, on a été confrontés à la proposition d'un label. La région a dit, bon, ben, si vous rentrez dans ce label, on va offrir des ordinateurs tablettes à l'ensemble des élèves. Bon, ça s'est généralisé au fil du temps. Bon, nous, on n'était pas forcément ni pour ni contre, on va dire. J'ai réuni une équipe de professeurs volontaires et on a monté le dossier. Bon, une fois qu'on a été accepté, on s'est dit, c'est très bien, on va avoir ces tablettes, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, ben parce que il faut amener 140, 130 personnes à utiliser un matériel nouveau qui devient qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, que certains vont utiliser, d'autres pas, etc. Comment on fait? En fait, on a fait le pari, nous, je dis pas d'intelligence collective, mais quelque part, après une première année où j'ai un peu gardé la main, et puis j'ai fait en sorte qu'il y ait des formations auprès d'établissements, etc., sous forme de formation d'initiative locale, on s'est rendu à l'évidence en disant le groupe de travail va être une émanation du conseil pédagogique. Ce groupe de travail sera constitué de à peu près des représentants de chaque secteur de l'établissement, des gens qui sont plutôt volontaires, et on va partir sur leur envie. Et en fait, on leur a quelque part délégué un peu de négociation avec leurs collègues, et puis le fait de présenter des plans et des alternatives. Alors on les a toujours défendus, etc. Mais ce groupe-là a permis, ils sont partis sur coopérer et collaborer avec le numérique. Et ils ont comment dire, fait des propositions à eux-mêmes pour leur développement. Donc c'est une façon de, comment dire, de gérer la négociation qui est le fait de donner un peu la main dans la mesure du possible à des gens qui ont envie d'y aller. Sur et puis bon, comment dire, on a été très aidé par le Covid, mais effectivement, des formations qui sont prévues par des pairs pour des pairs ont eu plus de succès que les propositions du proviseur qui tombaient un peu du ciel dans un contexte où on les invitait gentiment à se servir de l'outil numérique. C'était mieux de partir d'un diagnostic et de partir de leurs besoins aussi, parce que des besoins existaient et ils faisaient le lien avec ce qu'on avait vu Et donc, dans l'appel à projet, quoi. Lionel, sur cette question-là et ce sentiment qu'on peut avoir en tant que négociateur de perdre un peu la main, on est en situation de faiblesse, on sent que c'est compliqué, le chauffage est pas bon dans les salles, etc. On a tendance à se raidir parce qu'on sent que et le lâcher prise à ce moment-là est-il une bonne solution? Enfin voilà. Je reviendrai un petit peu sur situation de faiblesse. Nous, dans notre jargon de la négociation, c'est la notion de rapport de force. On est dans un mauvais rapport de force, dans une mauvaise situation. Mais je voudrais rebondir sur 2 choses qu'a dit, les mots ont du sens, Benjamin tout à l'heure, en parlant de concertation. Et tout à l'heure, tu viens de parler de diagnostic. Je pense que dans la négociation, effectivement, le rapport entre concertation et négociation doit être fait, parce que les 2 termes ne sont pas les mêmes, ne se recoupent pas. Et il y a un malentendu là-dessus entre négociation et concertation, d'ailleurs. C'était Madame Thatcher à Bruxelles, il y a une quinzaine d'années, qui avait dit écoutez, arrêtez au sujet des prix agricoles, arrêtez de parler de concertation, le terme n'existe pas en anglais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je veux bien négocier. Je veux bien négocier, mais concertation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui. Et dans, par exemple, le dialogue social en France, il y a un gros malentendu sur le terme de concertation. Alors moi, ce que je dis dans la négociation, c'est que dans la négociation, il y a 2 temps. Il y a toujours 2 temps. Il y a un temps pour comprendre et il y a un temps pour convaincre. Le temps pour comprendre, c'est le temps de la consultation. Je veux bien qu'on l'appelle concertation. C'est le temps pour comprendre. C'est le temps du médecin. Questionner, interroger, demander aux gens un certain nombre de choses, etc.
travailler cette concertation-là, ce travail-là est un travail très important. Combien de fois dans des négociations on dit on n'a pas assez consulté, on n'a pas assez concerté en amont. Donc il y a un temps pour comprendre. Et ce temps-là, il est indéfini, il faut le temps qu'il faut. Et puis il y a un temps pour convaincre. Une fois qu'on met une proposition sur la table, là c'est le temps pour convaincre. Moi je dis qu'un négociateur, c'est à la fois un bon médecin, le temps pour comprendre, diagnostic, et le temps pour convaincre, c'est un bon avocat. Parce que maintenant il faut convaincre. Maintenant il faut des arguments. Il y a un temps pour... Et du coup ça donne les deux outils de la négociation d'ailleurs, le questionnement, les techniques de questionnement, absolument capitales. Le père Talleyrand, auquel on peut faire confiance en matière de talent de négociateur, disait on fait plus avancer une négociation avec une bonne question qu'avec un bon argument. Et il a raison. On fait plus avancer une négociation avec une bonne question parce que c'est là que, en questionnant, en collectant des informations, en cherchant à comprendre ce que les gens ont dans la tête, ce qu'ils cherchent, etc., on construit quelque chose qui est une visibilité à la fois du problème, du contexte et de l'autre, qui permettra tout à l'heure de mieux ajuster une proposition. Et après ma proposition, évidemment, elle ne sera pas acceptée totalement, donc j'aurai un travail d'avocat. J'aurai forcément à argumenter, j'aurai à réfuter. Donc il y a un temps pour comprendre et il y a un temps pour convaincre. Et on comprend à partir de là la grande exigence de la négociation, parce que ce sont deux modes de fonctionnement qui sont presque aux antipodes l'un de l'autre. Le premier, comprendre, c'est un temps d'empathie, c'est un temps de questionnement, c'est un temps d'écoute. Et le deuxième, convaincre, c'est un temps de conviction, c'est un temps d'affirmation, c'est un temps d'argumentation. Il y a des gens qui sont plus à l'aise dans le premier. Par exemple, c'est même une déformation professionnelle. J'ai fait des séminaires à une certaine époque avec des assistantes sociales qui sont extrêmement brillantes et très compétentes dans le mode consulter et comprendre, mais qui sont beaucoup moins à l'aise pour argumenter des causes. Bon, des commerciaux dans les stages, ils sont très à l'aise pour argumenter. C'est pour ça qu'ils font ce métier-là. Ils sont convaincus, engagés, déterminés, mais c'est une catastrophe totale sur le mode comprendre. C'est une catastrophe, c'est pas leur truc. En fait, c'est pas leur truc. Et le négociateur, il a besoin de ces deux talents-là. Un temps pour comprendre, questionner, écouter, rassembler, collecter de l'information, et puis ensuite un temps pour convaincre une fois qu'on a mis une proposition sur la table. Donc ces deux temps-là sont interpellants. Alors le premier, on l'appelle concertation. C'est pas totalement juste, mais c'est vrai que c'est l'amont de la négociation. On peut dire ça comme ça. Hein, c'est l'amont de la négociation. Moi, je préfère utiliser le terme générique de consultation. Un travail de consultation. Et je trouve l'outil qui serait presque de savoir se situer sur une échelle, sachant que ça évolue suivant à la fois qui on est et sa carrière professionnelle, ses domaines, entre notre capacité à questionner, notre capacité à presque imposer dans certaines situations, et notre un peu notre type de prise de décision là-dessus est à mon avis quelque chose qu'il faut assumer. Et moi, pour avoir croisé un certain nombre de personnels de direction, on voit bien qu'on peut arriver aux mêmes efficacités avec il n'y a pas de modèle absolu. Il y a qui on est et comment on l'assume. Ça m'amenait à une autre question peut-être vers Benjamin, mais qui est un peu la même. Un peu le sentiment que dans les établissements, mais je ne parle que pour moi, qu'il y a parfois un peu ce fantasme d'unanimité. Alors à la fois chez les élèves qui se disent on pense tous pareil, j'ai été élu délégué et je parle, je représente les autres, mais en fait je représente tout le monde, alors qu'en fait on sait très bien que sur 25 élèves, sur 35, il y a une diversité assez forte, et encore plus sur cette fameuse salle des professeurs, où j'ai le sentiment que c'est un concept, je suis pas sûr qu'il ait existé, mais qu'il n'existe plus aujourd'hui. Il y a bien une salle physique, mais il n'y a pas un collectif. Et donc, est-ce qu'on joue à chercher l'unanimité, Benjamin? Quel est ton regard un peu sur cette question-là et ce rêve que tout le monde serait satisfait? Non, je suis pas sûr. Moi, je suis guéri malheureusement depuis longtemps du rêve de l'unanimité. Bien que j'ai connu des structures où c'était vraiment très agréable, et puis des contextes, on va dire, politiques. Moi, je réagis à ce que vous dites tous les deux, hein, mais je fais un peu écho à ta question de tout à l'heure, Pascal. Évidemment que la part de consultation sur des choses où il n'y a pas consulté comme la sécurité, on a beaucoup plus à convaincre. Dans le cadre, tu vois, c'est déjà la première chose. Après, il y a une expression que j'aime bien, qui est parfois qui est très caricaturale, mais que je trouve dit les choses. On a affaire à des équipes qui sont de plus en plus, comment dire, le collectif ne fait pas sens a priori. Donc, on a dans nos métiers à construire un collectif.
C'est déjà une première chose. Il peut aussi se construire contre une réforme et dans les cas les pires, contre soi-même, contre une équipe de direction ou contre une mise en œuvre de quelque chose, etc. Et j'ai un collègue qui a identifié 4 M, on va dire, les mutiques dans une salle des profs ou dans un conseil pédagogique, qui peuvent être dangereux parce qu'ils prennent la parole à la fin en disant j'ai rien compris ou on n'est pas parti sur le bon pied, etc. Les mutins, qui peuvent être parfois syndiqués, mais pas forcément. On a ceux qui suivent, donc un petit animal grégaire, le mouton, et on a les mutants, ceux qui veulent bien changer. Et je trouve que même si c'est très caricatural, ça résume bien les gens qu'on peut avoir face à soi. Et évidemment, selon le sujet, c'est très variable. Donc il y a des sujets qui sont un peu inflammables ou très inflammables, il y a des sujets qui sont plus consensuels. Donc je trouve que c'est de plus en plus difficile pour un pilote d'entrer. Alors évidemment, c'est un travail d'enquêteur avec la question de consultation et puis avec la partie informelle, de pouvoir. J'ai un autre collègue qui dit que j'aime beaucoup, qui dit moi je pilote mon établissement scolaire avec mes pieds, en étant sur le terrain, et en faisant beaucoup d'informels, en disant bon, actuellement on a ça quand même à mettre en œuvre, et j'imagine que c'est compliqué pour vous. Et c'est le moment d'entendre en fait, de faire son enquête. Donc quand on arrive à la table des négociations, on est plus à l'aise parce qu'ils savent qu'ils sont écoutés. Après, il y a des sujets sur lesquels, par nature, on consulte moins bien et où ça peut être beaucoup plus clivant. Pour enfin, le reproche quand même dans la France en général, quels que soient les domaines, de cette défaillance, déficit de consultation est très fréquent dans la négociation. On n'a pas assez consulté, on a mal consulté, on n'a pas consulté les gens qu'il fallait, ou la consultation s'est enlisée, etc. Hein, bon, c'est un reproche quand même qui est fort. Mais je voudrais en ajouter un autre, parce que alors là, on peut carrément parler du martyr de la négociation. C'est quelqu'un qui, de façon trompeuse, arrive en négociation avec un passage en force, prétend qu'il va négocier, met une proposition sur la table, sans marge de manœuvre. Ça, c'est le martyr absolu de la négociation. Et surtout, en plus, s'il prétend qu'il a consulté avant. S'il a consulté avant. Ça, c'est terrible. C'est le martyr absolu de la négociation. Le martyr absolu. Avoir consulté, il faut tenir compte en partie de la consultation, évidemment. Tenir compte en partie de la consultation. Il faut se méfier parfois, je pense, du consensus qui amène du faux consensus, j'allais dire, qui fait que une solution pas suffisamment réfléchie va être gardée, mais qui peut être inopérationnelle ou autre et qui remettra en cause, si j'entends bien les choses. Là, je lisais bien un peu les commentaires. On voit bien qu'effectivement, il y a bien cette question de bien analyser l'équipe, le groupe auquel on a affaire. Je pense que ça évoque à la fois sa représentativité, la façon dont elle se positionne. Et comme je disais, il y a des groupes qui sont en relation directe. Moi, j'ai eu des représentants syndicaux nationaux pour qui j'avais un très très grand respect, mais j'allais dire, eux, la négociation, ils la menaient directement avec le ministre assez régulièrement. Donc, on voyait bien qu'ils étaient férus et que les questions éducatives, ils les comprenaient d'une façon assez macro, alors que le jeune collègue qui démarre dans sa carrière a pas obligatoirement cette culture et cette historique-là. Donc, je suis tout à fait d'accord et qu'effectivement, il y a bien cette question-là. Il y a nous aussi, comment on se positionne, j'entends ce que dit Belém, et Karine nous dit que très clairement, il y a peut-être aussi la question des chemins, et que pour bien connaître un peu Karine qui fait partie du copil de Manageduc, donc je triche un peu, mais j'ai l'impression que derrière ce que veut nous dire Karine, et vous pouvez peut-être réagir, c'est-à-dire qu'à la limite on a dans des cultures de structures professionnelles un peu l'habitude des chemins de négociation, et qu'on sait que quand on a appuyé sur le curseur, à un moment donné on va avancer, et que cette culture de la consultation, du diagnostic partagé, une fois qu'il est installé, je dirais les chemins vont beaucoup plus vite et plus habituels. Donc j'allais presque dire qu'on prépare la négociation en permanence en étant dans cette culture du diagnostic partagé. Benjamin, Lionel, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui. Alors, je ne reprendrai pas peut-être la notion de chemin, mais je comprends bien ce qu'on peut mettre derrière. C'est une belle métaphore pour illustrer un petit peu la manière de progresser et d'avancer vers un objectif, puisque c'est bien ça. La négociation, ça doit déboucher sur une décision. Hein. Mais j'aimerais bien réintroduire aussi une notion essentielle quand on fait des formations à la négociation, c'est la stratégie du négociateur. Je prendrai une image sportive. On met la balle au centre, on joue comment ? On met la balle au centre, on joue comment ? Et en matière de stratégie, le stratos, l'art de la manœuvre, c'est tragiquement simple. Il y a 2 voies possibles. Ou bien on s'engage, c'est-à-dire on est force de proposition,
Donc, on met quelque chose sur la table et on se dit, en mettant quelque chose sur la table, la discussion va s'engager et j'accepterai des réaménagements de manière à ce qu'il y ait une réappropriation de la solution. Est-ce que cette voie-là me convient bien et est-ce que je me sens bien dedans? Deuxième version, c'est laisser venir, c'est-à-dire demander aux acteurs quelles sont leurs propositions. Parce que là, je me sens capable de les ajuster, de les modifier, de les reconfigurer. Donc, stratégie d'engagement et stratégie de laisser venir. On retrouve ça dans les sports collectifs. Est-ce qu'on domine? Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on joue notre jeu? On retrouve ça dans les jeux de société aussi, hein, la belote la plus banale qui soit. Est-ce que je joue mes cartes ou est-ce qu'au contraire, je laisse la main à la partie partenaire ou adverse? Il y a deux versions possibles. Hein. Il y a deux versions possibles. Tout à fait. Et j'ai l'impression qu'en établissement, on a ça dans nos textes. C'est-à-dire que sur la répartition horaire, à partir du moment où c'est celle qui va être proposée, mise au vote, qui va être appliquée, la deuxième fois qu'il y a un nom, parce qu'il faut en impliquer une ou très clairement, je trouve qu'on est dans cette logique-là de dire in fine, la proposition qui est mise sur la table, soit on est capable de la retravailler ensemble et de la rendre encore plus intelligente, soit on sait ce qui va s'appliquer à 1 heure près, mais quand vous en avez 3000, vous comprenez qu'on est sur une marge qui est même pas au pourcentage, hein. C'est très clair. Et deuxièmement, je pense, comme tu le disais peut-être Benjamin, et je vais te donner tout de suite la parole, cette réflexion sur le conseil pédagogique, où là on est au cœur du réacteur, au cœur de la classe, au cœur de la relation entre les professeurs et les élèves. Là on est peut-être beaucoup plus dans une logique qui est de dire, il y a cette instance, alors qui fait un peu peur parfois, mais qui est ce lieu où à la limite, écrivez la page est blanche, écrivez-la. Alors dans le cadre de référentiel, etc. Mais soyez plus dans l'imagination. Qu'en penses-tu, Benjamin? Je suis d'accord avec ça sur l'imagination. Il y a pas que le conseil pédagogique, mais pour faire écho aux propos de Lionel, est-ce qu'on met sur la table ou est-ce qu'on laisse venir? C'est deux stratégies qu'on pèse en permanence. Moi, j'en ajoute, alors peut-être qu'elle n'existe pas, mais une petite troisième, qui est celle de, je dis pas semer des questions au fil du terrain, mais dans nos années scolaires, il y a des choses qui reviennent comme des marronniers. J'ai par exemple un exemple récent. J'ai été sollicité par des élèves en début d'année sur le stress des élèves de première par rapport aux évaluations en masse. Et donc, on a mené un travail du conseil pédagogique et les résultats qu'on est en train de soigner pour pouvoir les proposer au conseil d'administration. Le lundi de la rentrée, on proposera les résultats. Ils montrent des choses. Et dans les choses qui vont être montrées, il y a sans doute des sujets concernant la répartition horaire globale. Quand, par exemple, les élèves trouvent que le pourcentage, l'utilité de l'accompagnement personnalisé est à hauteur de 5%, peut-être que poser cette question-là, c'est nourrir le débat. C'est-à-dire, je ne mets rien sur la table et sans doute, je les laisse venir en faisant ces stratégies-là. Mais en tout cas, je considère que quand 160 élèves répondent de manière anonyme à un questionnaire et disent de quoi ils sont satisfaits et de quoi ils sont pas satisfaits. Alors, bien sûr, c'est pas eux qui gouvernent. Il n'est pas question de faire de la cogestion mais après tout, on parlait d'indicateurs et de diagnostic et d'avoir une enquête à la hauteur. L'usager, à un moment donné, il peut renvoyer des questions et le fait de renvoyer des questions à un outil, même une instance qui n'est pas une instance ou une instance un peu institutionnelle et qui n'est pas une instance de travail comme le conseil d'administration, ça peut être une stratégie. En tout cas, c'est une stratégie que j'utilise parfois en disant, regardez, les élèves ont bossé, il y a ça qui revient, on a des points saillants, des choses qui nous nourrissent, qui sont très positives, donc reprenons-en, comme quand on est enfant, c'est bon, donc on en remange. Par contre, il y a des choses qui semblent poser problème. C'est le cas pour les enseignants, vous posez des questions, les élèves non plus ne sont pas satisfaits de cette formule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai l'impression qu'on est en train de renvoyer à deux choses. La première, c'est qu'effectivement, je pense qu'en tant que pilote d'établissement, nous sommes les gardiens du droit et de la règle et que c'est à nous, et il n'y a pas de raison que ça fasse partie d'une culture professionnelle des personnes avec qui on travaille. Je pense aussi aux agents, par exemple, que ces règles doivent être rappelées. Moi, j'ai toujours été assez surpris même de la méconnaissance de certains responsables de syndicaux, par exemple, des modalités. Ils viennent nous voir sur des droits d'affichage, enfin sur des choses, et c'est notre rôle, hein, ça pose aucun problème. Mais je pense même que le fait d'anticiper, de leur dire voilà quels sont vos droits, et ne serait-ce qu'une fois par an, tout de suite on met les choses sur la table en aidant, on est gardien des règles du jeu et il y a des intangibles. Ça c'est la première chose. Le deuxième, moi je me souviens en formation entre autres de collègues qui nous disaient mais en fait vous saurez si vous êtes assez bien positionné si personne n'est satisfait. J'ai un peu le sentiment qu'une des difficultés qu'on n'a pas complètement évoquées en préparation
parents, c'est qu'en fait, on est nous en permanence dans une négociation systémique où on a des élèves, des parents, des professeurs, et on voit bien, je pense au conseil de discipline aussi, où on marque une sanction qui doit être acceptée à un moment donné. Il y a le rapport à la loi, bien sûr, là encore, mais après, il y a toujours cette marge. Et est-ce que ça rend la négociation plus difficile d'être au cœur du système, alors que les exemples qu'on a cités à chaque fois, on avait l'impression qu'on était plutôt toujours dans une négociation un peu duale, c'est-à-dire en gros comment à un moment donné ça joue, on le voit bien, et vous parliez des conflits internationaux, il était clair, si on prend ne serait-ce que des exemples très récents, que des négociations vis-à-vis de l'Ukraine n'engagent pas qu'un équilibre dans la relation avec la Russie et entre la Russie et l'Ukraine, et on voit bien qu'on est dans un contexte global. Comment Lionel éclairer un peu cette question de la globalité un peu de l'équilibre systémique? C'est-à-dire que, alors on parle d'hybride aujourd'hui, de situation hybride dans lequel il y a à la fois des choses et des domaines sur lesquels il faut indiquer les limites, l'interdit, la loi. Donc ça, c'est toujours un moment peut-être un petit peu difficile pour le négociateur parce que c'est aborder les points qui ne sont pas négociables, justement, qui ne sont pas négociables pour attirer l'interlocuteur sur les parties négociables. Et c'est un petit peu cette idée qu'on évoquait au démarrage aussi, sur lequel on pourra terminer peut-être, c'est que chez le négociateur, et c'est ça qui rend les choses difficiles, il y a un process de fermeté, capacité à rester ferme sur un certain nombre de positions, mais associé, comme une sorte d'oxymore, à l'ouverture. Et un négociateur, c'est constamment osciller entre fermeté et ouverture. Il faut que je fasse accepter des positions fermes sur un certain nombre de points. Comme on dit, il y a des choses qui ne se négocient pas, mais en contrepartie, il y a un travail d'ouverture sur un certain nombre de choses. Donc, dans une vision globale de la négociation, il y a toujours des points durs et il y a toujours des points qui doivent être construits. Il y a toujours les deux, forcément. Alors, les négociations faciles, c'est celles dans lesquelles il y a un minimum de points durs, de points d'achoppement difficiles. On a vu, par exemple, dans la première version de la réforme des retraites, combien, alors qu'on est dans un univers de complexité et de globalité, un seul point fait problème, qui était ce qui a été baptisé de façon assez étonnante l'âge pivot des 62 ans. À cause de ça, on a l'impression que tout capote, alors que c'est un problème hyper complexe, hyper global, dans lequel il y a 7, 8, 10, 15 paramètres sur lesquels on peut agir. Il y a 7, 8, 15 curseurs que l'on peut agiter. Mais là, il y en a un au milieu qui fait blocage. C'est terrible la négociation pour ça. Bon, je ne vais pas parler d'irrationalité parce que c'est l'humain qui est comme ça. Mais il y a une fixation qui est faite sur un point. Alors, pour vous, par exemple, dans des domaines de valeur, ça peut être un point d'honneur, un point d'amour-propre, un point de respect, par exemple, par un interlocuteur, qui ne supporte pas qu'on touche à quelque chose, par exemple. Alors qu'à côté, il y a un champ possible de négociation. Il y a un champ d'ouverture à côté. Et c'est terrible, ça. C'est frustrant, les gens qui ont l'habitude de négocier. On a tous vécu ça, forcément, dans la négociation. Des négociations dans lesquelles, vraiment, ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé, quoi. Alors que l'approche globale, on laisse entendre qu'il y a plusieurs entrées. On dit souvent, nous, c'est un terme qu'on utilise en négociation, il y a plusieurs entrées sur ce sujet-là. Il y a plusieurs entrées. Donc, qui dit entrée, dit des chemins, pour reprendre le terme de tout à l'heure, pour y arriver. Mais là, il y a quelqu'un qui, au milieu, te dit « stop ». Là, on passe pas. Et qui bloque tout à cause de ça. Oui, donc effectivement, je pense que c'est notre vécu, Benjamin, de réfléchir et de trouver d'autres entrées, et à la limite de ce sentiment que défaire et refaire, c'est toujours travailler, ou pour caricaturer un peu Mao Tse-tung, des fois le sentiment qu'on a fait un pas en avant et deux en arrière, et que c'est nécessaire. Benjamin, oui, cette capacité qu'on peut avoir à reculer ou à différer, par exemple. Pour essayer de répondre, moi, il me semble qu'on a un rôle d'explicitation quand tu vois la complexité, parler sur un même sujet, l'évoquer avec les familles, faire prendre conscience des enjeux aux élèves, convaincre les enseignants de ce qu'il y a à faire. En fait, notre boulot, c'est d'inventer un leadership pour que chacun comprenne où est sa place. Et évidemment, ça dépend aussi de la personnalité du chef d'établissement. C'est pour ça qu'on est là ce soir, etc. Et pour savoir quelles sont les négociations. Où c'est qu'on va inventer, en fait, les solutions qui seront possibles demain. C'est un peu ça Alors,
Karine nous parle un peu du pas de côté et de savoir accorder, mais j'avais envie, Benjamin, dans ce que tu disais, aussi de se dire que là j'ai un peu le sentiment qu'on oublie peut-être, nous, et je sais pas ce qu'en pense Lionel, que on se laisse souvent aussi piéger par une négociation où on est avec un collectif et nous un individu, alors que je pense qu'on est nous aussi collectif quelque part, que ça soit à la fois l'équipe de direction, mais même plus globalement, ne serait-ce que ceux qui s'expriment peu. Qu'en pensez-vous, Lionel et Benjamin? C'est pour ça que je disais tout à l'heure en démarrant que la négociation collective, elle est toujours collective pour nous, parce que on représente, alors soi-même, sauf vraiment discuter de son affaire à soi personnelle en tête-à-tête avec quelqu'un, mais il y a toujours des enjeux derrière, des parties prenantes, indirectes ou directes, qui sont impliquées forcément. C'est clair, hein. Mais je voudrais revenir sur quand même cette histoire de marge de manœuvre, d'appropriation par l'autre, que les lignes bougent. C'est vraiment l'essence même de la négociation, ça. Il y avait cette extraordinaire réflexion, il y a une bonne quarantaine d'années, de Khrouchtchev, qui disait « Ce qui est à nous est à nous, on négocie avec ce qui est à vous ». C'est extraordinaire comme conception de la négociation. Ce qui est à nous, pas de problème, mais on négocie avec ce qui est à vous. C'est l'antithèse du grand penseur américain que je conseille beaucoup, Robert Axelrod, qui lui dit, dans la négociation, il faut savoir donner pour recevoir. Alors, c'est ce qu'on disait là. Merci beaucoup Lionel de cette liaison entre deux webinaires et dans le précédent où on était plus dans la relation vraiment de dual, de personne à personne, était ressorti ce concept un peu de sociologie que le niveau presque le plus efficace d'échange entre les humains à un moment donné, et quand on est dans le domaine du don et de l'échange de dons quelque part, mais que les choses se font, je dirais, presque naturellement. Et j'allais dire, il y a de fait, il me semble, toute une partie qui est implicite, qui se fait, qui se pose, etc. Et je vois que Guénolé nous met un certain nombre de références, et je rappelle que Lionel a écrit un certain nombre de livres dont il y en a un assez petit sur la négociation qui me semble une bonne synthèse pour démarrer. Lionel, je l'ai pas encore terminé, mais je le conseille. Ça m'amène un peu sur la fin, parce qu'il nous reste là 5 minutes si je peux me permettre. Comment on referme une négociation? Comment est-ce que vous avez l'un et l'autre des conseils? Et moi, je me méfie toujours de ce sentiment qu'on n'a pas refermé, ça s'est pas terminé, on est passé à autre chose. Il y a eu des événements qui ont pris le pas sur ce qu'on était en train de faire, et la situation, j'ai toujours peur qu'elle pourrisse lentement et que ça, quand ça revienne, ça soit encore plus compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, pour les spécialistes de la négociation, c'est un sujet extrêmement sensible dont on n'est pas venu à bout. Alors, dans l'univers commercial et des affaires, on appelle ça le closing. Dans le sport, dans les sports collectifs, c'est l'équipe qui joue bien, mais qui marque pas. Ils jouent bien, mais ils marquent pas. Dans la négociation, il y a des gens qui en sont à la 3e, 4e, 5e, 6e négociation, mais ça aboutit à rien. Or, la négociation, c'est dans ce sens-là que c'est différent de la discussion. Par exemple, nos politiques, on les voit à l'œuvre dans la discussion. On les voit rarement à l'œuvre dans la négociation. Parce que la négociation, c'est la coulisse. Par exemple, aujourd'hui, nos politiques sont dans la négociation des alliances en coulisses. On les voit pas à l'œuvre. Et il y a un certain talent du débat qui ne confère pas forcément un talent de négociateur. Il y a une dame un jour dans un séminaire comme ça qui a fait rire tout le monde, qui nous disait « Moi, je peux vous parler, tout près de chez moi, c'est mon mari. Il est très à l'aise dans la discussion. Il adore discuter. Je suis même obligé de le séparer avec des amis parfois, parce que vraiment, c'est des discussions sans fin, et en plus, il adore ça. Mais j'ai découvert qu'à chaque fois que je vais acheter quelque chose avec lui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il ne sait pas négocier. Mais il adore discuter. Il est très à l'aise dans le débat, dans la rhétorique, etc. C'est autre chose. Le négociateur, c'est un pragmatique. C'est quelqu'un qui est réaliste. C'est quelqu'un qui veut aboutir à quelque chose. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, cette espèce de sentiment diffus qu'on aboutit à rien, ça fait 4-5 fois qu'on se voit, moi théoriquement, je ne sais pas le résoudre parce que je crois que la théorie de la concrétisation n'existe pas, mais en revanche, en jargon de métier, nous, c'est ce qu'on appelle cranter, c'est-à-dire au moins se mettre d'accord sur quelque chose. Être modeste, au moins se mettre d'accord sur quelque chose. Là, on parlait d'unanimité, du fantasme d'unanimité tout à l'heure, qui est un poison dans la négociation. Il y a un autre fantasme aussi, c'est de tout résoudre. C'est de tout résoudre. Je crois que on a affaire à des problèmes complexes aujourd'hui. C'est un processus, la négociation. On avance étape par étape.
Par exemple, au moment de la réforme des retraites, il y avait matière à se mettre d'accord sur la pénibilité. Parce que là-dessus, c'était possible. Avant de poser la question de l'âge ultime, etc. Mais avançons, parce que ça, quand on a réussi à obtenir quelque chose, on a créé un socle déjà. On a créé un socle à la fois de confiance, à la fois de coopération, et on crée une possibilité. Donc, soyons modestes, mais aboutissons à quelque chose. Mettons-nous d'accord sur quelque chose. C'est vrai que le problème n'est pas globalement résolu, mais avançons étape par étape. Et c'est là, je pense, Benjamin, que nos instances prennent sens. C'est-à-dire que, en plus, c'est quelque part marqué, décidé, et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça qu'il faut peut-être les vivre par rapport à ce qu'on se disait. Qu'en penses-tu, Benjamin? Exactement. Ça me renvoie, pour répondre à ta question précédente, hein, comment on sort d'une négociation, c'est très personnel et ça dépend beaucoup du contexte. Après, le jeu est d'essayer d'utiliser les instances pour essayer de, comment dire, de formaliser au mieux les progrès qui ont été faits, soit par un groupe de travail, puis ne pas hésiter à dire, si on reprend l'exemple qui a été le nôtre tout au long du webinaire, qui est la dotation globale, même si la préparation de rentrée n'est pas unanime, on a travaillé, on arrive sur un travail important et qui a permis des avancées des deux côtés. C'est-à-dire, la réforme du lycée sera mise en œuvre dans telle mesure, mais c'est vrai qu'on garde la spécificité qui est une spécificité du lycée, à laquelle on tient beaucoup et qui a telle incidence. Par exemple, chez nous, on a fait le choix de garder des options. Et évidemment, ça ne nous permet pas de dédoubler ce qu'on voudrait dédoubler en enseignement de spécialité, mais c'est un choix. Et c'est pas un choix qui fait unanimité, mais c'est un choix qui, globalement, fait consensus. Après, ça renvoie, moi, il me semble, une deuxième réflexion, c'est vraiment, il faut qu'on arrive à se connaître le plus possible et dans notre propre équipe de direction, à voir qui c'est, au-delà d'avoir identifié, faire vivre les instances au mieux pour dire, cette instance, elle sert pas à rien, le conseil pédagogique. C'est cet endroit où on va négocier, même si on invente un petit format plus léger, etc. Une fois qu'on a fait ça, il faut savoir qui est le meilleur négociateur, qui est le meilleur enquêteur et qui est celui qui peut le mieux faire le closing, quoi. Ça dépend vraiment des personnalités. Après, peut-être que s'inscrire dans le temps, dans un contexte où tout bouge très vite, c'est le reproche qu'on nous fait, que nous font les équipes. Le fait de dire, mais on sera encore là l'année prochaine, et on pourra retravailler ce sujet sur les bases qu'on a réussi à établir. C'est quand même une richesse, de mon point de vue. Et si j'entends bien, retravailler le sujet en fonction du bilan qu'on aura fait d'étapes et qu'on est dans une sorte d'agilité permanente qui est un peu en contradiction parfois même avec l'enseignement qui lui-même renvoie à des concepts qui peuvent être posés dans le temps et il y a un rapport au temps qui est différent. Alors, ce qui m'amène, j'ai l'impression qu'il va falloir que nous aussi on soit dans cette capacité de refermer ce temps et que on aurait envie et ça a été vraiment pour moi un très très grand plaisir de partager ce moment d'échange avec vous. On essaye de bien garder les horaires. Guénolé, je te laisse peut-être annoncer nos prochains temps, mais je pense effectivement que les choses méritent d'être prolongées. Moi, je ne peux que vous réinciter à la lecture de différentes choses et en particulier ce qu'a publié Lionel. Je rappelle aussi qu'il y aura une synthèse. D'abord que ce webinaire sera visible sur le site Manageduc pour ses abonnés. Je rappelle que l'association Synlab est une association et que donc elle a des questions un peu de fonctionnement et que on a besoin un peu de l'adhésion de chacun pour que le modèle économique, même si ça ne représente qu'un petit pourcentage de fonctionnement de Synlab, c'est important. Je vous donne rendez-vous aussi bientôt. On va publier notre programme de cet été. J'en profite pour vous le dire. Voilà, et on a un campus d'été, et je me demande si ça mériterait pas, on verra. Alors Lionel, chacun a le droit à ses vacances, mais je pense qu'on réinvitera Lionel à d'autres moments si Lionel est disponible, parce que je pense qu'on est loin d'avoir tout fini, et donc effectivement, Guénolé nous dit rendez-vous mercredi prochain sur la question de l'auto-évaluation et la sortie du kit opérationnel proposé par Manageduc. Merci beaucoup à tous. On essaye de garder le temps, voilà. Et sincèrement, moi j'ai passé un très très bon moment. Voilà. À bientôt. Merci. Merci. Merci, c'était un plaisir.